Bonjour à toutes et à tous. Une petite annonce pour vous dire qu'on va commencer ce webinaire dans 2 minutes, en attendant les dernières personnes qui vont rejoindre à nous. Merci beaucoup, à tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons pouvoir démarrer ce webinaire. Donc, bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire sur la situation des droits humains en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Je me présente, je suis Marceau Sivieux, je suis le directeur régional par intérim du bureau d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, qui est basé à Dakar. Et c'est un plaisir pour moi de modérer donc ce webinaire à l'intention des membres internationaux d'Amnesty International. Comme vous le savez, ce webinaire s'inscrit à la suite de la publication en avril dernier du rapport annuel global d'Amnesty International, qui fait le point sur la situation des droits humains dans plus de 150 pays. Mais ce webinaire a pour objectif particulier de mettre un éclairage spécifique sur la situation des droits humains en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et pour ce faire, nous aurons
le plaisir d'entendre les interventions de trois panélistes, trois, trois collègues du bureau régional. La première intervention sera faite par Ousmane Ali Diallo, qui est notre chercheur principal sur le Sénégal, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Nous aurons ensuite une intervention de notre chercheur principal, Fabien Hoffner, sur le Bénin, le Togo, le Cameroun et la Guinée. Son intervention sera plus spécifique sur la situation au Cameroun et en Guinée. Et nous aurons ensuite le plaisir d'entendre Prodige Kabunga, qui est chargé de campagne principale pour l'Afrique centrale, mais également en charge de la campagne Protégeons les manifs. Et elle interviendra justement sur la mobilisation d'Amnesty International dans le cadre de cette campagne, en particulier en Guinée et au Sénégal. À la suite de ces interventions, vous aurez la possibilité de poser vos questions de manière orale ou via le chat. Et nous aurons normalement assez de temps pour ça et pour vous répondre évidemment dans la foulée. Mais ces interventions, ces questions ne pourront avoir lieu qu'après les trois interventions de nos panélistes. Avant peut-être de donner la parole à nos trois intervenants, j'aimerais, si vous le voulez bien, introduire ce webinaire en présentant un aperçu global de la situation des droits humains en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, aperçu qui ressort justement du rapport annuel d'Amnesty International qui a été publié le mois dernier. Comme vous pouvez l'imaginer, la situation des droits humains dans la région, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, est extrêmement différente d'un pays à un autre, mais il existe des problématiques transversales qui ressortent, comme je l'ai dit, de l'analyse de ce rapport annuel. Et j'aimerais vous en exposer brièvement quatre, à savoir les situations de conflit et les exactions contre les populations civiles, les violations des droits économiques et sociaux, les discriminations et violences basées sur le genre, et pour terminer sur la restriction de l'espace civique et des libertés fondamentales dans la région. Donc, s'agissant de la première problématique, comme vous le savez, il y a des situations de conflit et de violence armée qui continuent de déchirer la région, que ce soit dans le Sahel, que ce soit autour du lac Tchad ou encore en République centrafricaine. Et dans ces contextes, des groupes armés continuent de commettre de graves exactions contre les populations civiles. C'est le cas notamment au Sahel, où l'État islamique ou le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans continuent de commettre des attaques illégales contre les populations civiles, des destructions de biens, des pillages ou encore des entraves à l'aide humanitaire. Ceci sera détaillé par mon collègue Ousmane Diallo, mais donc des exactions qui sont aussi commises par d'autres groupes armés comme ISWAP ou Boko Haram autour du lac Tchad, ou encore les groupes séparatistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, qui s'en prennent notamment aux représentants de l'État, mais aussi à des élèves ou des professeurs dans ce pays. Mais dans ces situations de conflit, les forces gouvernementales sont également responsables, se rendent également responsables de graves violations des droits humains contre les populations civiles. On a vu encore l'année dernière des violations commises par les armées nationales. C'est le cas notamment au Sahel. Encore une fois, ceci sera détaillé dans les interventions suivantes, mais on sait que plusieurs centaines de civils ont été tués, par exemple au Burkina Faso, par les forces armées gouvernementales en 2024. Il y a aussi le phénomène des drones, multiplication des drones et des attaques indiscriminées contre des populations civiles. C'est également un phénomène qu'on a pu documenter l'année dernière, par exemple dans le Sahel. Il y a aussi et toujours le phénomène des violences sexuelles dans le cadre de ces conflits armés. Le Bureau des Nations Unies documente très largement ce phénomène dans la plupart des conflits armés dans la région, et notamment c'est le cas en République centrafricaine, où la prévalence des violences sexuelles liées aux conflits armés est extrêmement élevée. Ces violations et abus des droits humains donc, qui sont commis dans le cadre des conflits armés sont commis en toute impunité, de manière générale. La plupart des procédures qui sont ouvertes
soit contre des groupes armés, soit contre des membres des forces armées nationales, n'arrivent pas à leur terme, ce qui constitue évidemment une impunité flagrante de ces violations et abus des droits humains, et des violations et abus des droits humains qui peuvent être d'ailleurs qualifiés de crimes de droit international dans certaines circonstances, comme des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité, et qui sont commis aussi dans une certaine indifférence de la communauté internationale, mais également dans une certaine, enfin, devant une certaine incapacité d'action des organes intergouvernementaux, sous-régionaux ou continentaux en Afrique. S'agissant de cette fois de la seconde problématique que je voudrais mettre en avant. Donc cette problématique, c'est celle des violations des droits économiques et sociaux dans la région, et plus particulièrement de la vulnérabilité extrême de certaines populations, vulnérabilité économique et sociale de millions de populations dans la région. Je pense évidemment aux plus de 10 millions de personnes déplacées et réfugiées du fait justement des conflits armés dans la région, ce qui fait le lien avec la première problématique. Mais on peut aussi parler des 57 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire dans la région, du fait de ces conflits armés, mais également du fait de l'inflation, du fait de la malgouvernance ou encore du fait des effets du changement climatique dans certains pays. On se rappelle par exemple des graves inondations qui ont eu lieu au Tchad l'année dernière et qui ont affecté des centaines de milliers de personnes et donc mis de nombreuses personnes en insécurité alimentaire. Un autre défi qui se pose dans la région, du point de vue des droits économiques et sociaux, c'est aussi celui du droit à la santé, puisqu'on sait que la plupart des pays de la région peinent, en tout cas des autorités de la région peinent à allouer 15% de leur budget aux dépenses de santé, alors que c'est une recommandation forte de la déclaration d'Abuja de l'Union africaine, euh, auquel on souscrit la plupart des pays de la région. Donc des États qui n'allouent pas assez de budget à ce système de la santé, ce qui a pour conséquence généralement soit une absence d'infrastructures de santé dans de nombreux parties de certains pays, ou encore des infrastructures, enfin des installations de santé publiques vétustes, ou encore aussi des médicaments qui sont beaucoup trop chers pour les populations les plus pauvres. Donc le droit à la santé, la protection du droit à la santé demeure un défi extrêmement important dans la région. C'est également le cas pour le droit à l'éducation. Et là, je fais aussi le lien avec la problématique des situations de conflit, puisque par exemple au Mali, on sait qu'en 2024, plus de 1600 écoles étaient encore fermées du fait du conflit armé, ce qui évidemment est extrêmement dramatique pour les jeunes populations. Et on peut dire que cette situation, malheureusement, risque de s'empirer, ou en tout cas, oui, risque de s'empirer dans les années à venir, notamment du fait de la décision de l'administration Trump de réduire drastiquement l'aide extérieure, son aide extérieure, notamment l'aide au développement et l'aide humanitaire. Vous savez que l'administration Trump a décidé en début d'année de couper 85% de son aide étrangère et de fermer l'agence USAID. Et donc, ça a évidemment des répercussions très importantes dans toutes les régions, mais également en Afrique. Pour vous donner un exemple, l'année dernière, 40% de l'aide étrangère américaine soutenait, enfin 40% pardon, de l'aide au développement et de l'aide humanitaire en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale était soutenue par l'aide étrangère américaine. Donc évidemment, la réduction drastique de cette aide aura des conséquences fâcheuse dans la région, d'autant qu'elle est aussi accompagnée par la réduction de l'aide étrangère par d'autres pays, notamment des pays de l'Union européenne comme la France, l'Angleterre ou encore les Pays-Bas. Et cette aide étrangère allait non seulement à l'aide humanitaire, mais elle allait aussi notamment dans des programmes de santé très importants pour essayer de juguler, par exemple, la malaria ou l'épidémie d'Ebola ou encore l'épidémie du sida. Donc, c'est évidemment une situation dramatique. Troisième problématique
que je voudrais développer très rapidement, c'est celle, comme je vous l'ai dit, des discriminations et des violences basées sur le genre. Ce qui est important de dire, c'est qu'il y a de plus en plus de pays, et c'est une chose très positive, qui, en tout cas d'autorités de la région, qui prennent des lois ou qui adoptent des conventions pour lutter contre la discrimination et les violences basées sur le genre. On se souvient par exemple l'année dernière de la Sierra Leone qui a adopté une loi pour harmoniser l'âge légal du mariage entre les filles et les garçons, ce qui est évidemment une très bonne nouvelle, mais souvent, ce qui manque, c'est des efforts pour la mise en œuvre de ces lois et de ces conventions internationales, du fait parfois d'un manque de volonté politique ou d'un manque de financement, mais aussi un manque souvent de sensibilisation à l'égard des communautés concernées pour changer euh, les, euh, les traditions en la matière. Il y a aussi, on peut souligner également qu'on entend de plus en plus la voix des victimes de violences sexuelles, relayée aussi d'ailleurs dans les médias, et que c'est une excellente chose. Mais là également, on a pu noter, malgré tout, un phénomène toujours aussi important des violences sexuelles, et notamment des viols, dans la région, et une absence de soutien approprié juridique et psychologique pour les victimes de ces violences sexuelles. Je terminerai donc par la dernière problématique qui ressort dans la région et qui est d'ailleurs une problématique mondiale, mais qui se fait aussi sentir en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, c'est celle de la restriction de l'espace civique et donc de la restriction des libertés fondamentales dans un certain nombre de pays. Euh, Ce que l'on sait, ce que l'on voit, c'est qu'il y a euh, toujours de nombreuses voix qui essayent de se faire entendre, notamment au sein de la population et de la société civile, pour justement dénoncer les situations de conflit, appeler à la protection des populations civiles, appeler à la protection des droits des femmes, appeler à la protection des droits économiques et sociaux, notamment des manifestations contre l'inflation. Mais au lieu de répondre j'allais dire par des lois et politiques et par une volonté politique à ces préoccupations, de nombreuses autorités préfèrent répondre par la répression. C'est le cas notamment au Sahel, dans les régimes dirigés par des autorités militaires, où cette répression est systématique, avec une volonté de réduire au silence toute voix contestataire. Mais c'est le cas aussi dans d'autres pays où des pouvoirs sont en place depuis de nombreuses décennies, ou encore, on le remarque, à l'occasion d'élections tendues dans la région, qui sont des moments malheureusement propices à la répression par les autorités des voix critiques. Euh, Rapidement, parce que ce sera développé par mes collègues, mais ce qu'on a pu évidemment documenter, ce sont des interdictions plus ou moins systématiques de manifestations, ce sont des utilisations excessives de la force par les forces de défense et de sécurité contre des manifestants. Ce sont aussi des arrestations arbitraires massives de manifestants ou encore de membres de la société civile, ou encore des coupures volontaires d'Internet pour empêcher la mobilisation de la société civile, ou dans certains pays, la suspension, voire carrément la suppression des partis politiques et donc des entraves graves et importantes à la liberté d'association. Donc voilà un peu les problématiques globales qui ressortent de l'analyse du rapport annuel. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que, et c'est important de le mentionner, qu'il y a une mobilisation toujours massive et importante des populations et de la société civile en faveur des droits humains dans la région et que cette mobilisation permet des avancées importantes en faveur de ces droits et on en parlera lors des interventions de mes trois collègues et que donc Amnesty International va continuer avec vous, évidemment, à se mobiliser pour la protection de ces droits et pour obtenir des impacts importants en la matière. Voilà ce que je voulais vous dire en guise d'introduction à ce webinaire. Et comme promis, je vais maintenant passer la parole à Ousmane Ali Diallo, votre chercheur principal sur le Sahel et le Sénégal, mais qui va vous présenter la situation des droits humains au Sahel, au Mali, Burkina Faso et Niger. Ousmane. Merci beaucoup, Marceau, et merci beaucoup à vous tous, participants et participantes à ce webinaire. Je vais axer ma présentation sur les dynamiques de droits humains que nous avons vues au Sahel,
au cours de l'année 2024, donc en particulier au Mali, au Niger et au Burkina Faso, en sachant que sur certains thèmes, les dynamiques étaient déjà vues auparavant en 2023 et que d'autres dynamiques sont apparues, disons, au cours de l'année 2024. Donc, comme vous le savez tous, on vit une période charnière à l'heure actuelle au Sahel, notamment avec la consolidation des régimes militaires qui sont arrivés au pouvoir premièrement au Mali à partir d'août 2020 et qui y ont eu un impact notamment sur le discours à propos de la souveraineté retrouvée. Donc, un discours de réappropriation nationale, de respect de ces États-là au niveau international avec leurs partenariats qui a été très entendu par les populations, par les sociétés civiles, et qui a aussi un impact sensible sur la situation des droits humains, notamment sur l'état de droit et en particulier les droits de la détention. Et donc, pour parler de ce thème-là, je peux donner l'exemple de la situation de l'état de droit au Burkina Faso, au Niger et au Mali, où on assiste à des cas de disparition forcée et d'arrestation arbitraire, notamment de voix dissidentes au régime actuel. Au Burkina Faso, on a vu que depuis avril 2023, donc avant même l'année 2024, il y avait ce décret sur la mobilisation générale et la mise en garde qui a été voté par le gouvernement et qui permettait à l'autorité militaire de réquisitionner les personnes et les biens à des fins de défense nationale. Donc, ce n'est pas un décret qui est apparu en 2024. C'est un décret qui existait, c'est une loi qui était prévue depuis 1994, mais qui avait été rarement utilisée. Maintenant, avec le vote la promulgation de ce décret d'application, ce qui se passe, c'est qu'on assiste à un ciblage particulier des voix dissidentes, donc des gens de la société civile, des gens de la magistrature, des avocats et des acteurs de la presse. Donc, ce qui pose un certain problème par rapport à l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Je peux donner l'exemple, par exemple, excusez cette redondance-là, des membres du ballet citoyen, donc un mouvement très connu au Burkina Faso, qui a été décisif durant la révolution d'octobre 2014 et qui ont été ciblés, notamment à travers des réquisitions pour être déployés au front, en fait. C'est le cas de Bassirou Badjo et de Rasmane Zinaba, deux membres du ballet citoyen qui ont été arrêtés, déployés au front depuis février 2024 au Burkina Faso et qui, jusqu'à l'heure actuelle, sont toujours sous l'autorité militaire. Donc, dans une dynamique de défense nationale, mais qui cible les voix dissidentes. Et en dépit des décisions de justice, appelant les autorités burkinabées à ne pas violer les droits et l'égalité des citoyens devant la loi pour Bassirou Badjo et pour Rasmane Zinaba, deux cadres du ballet citoyen. Malheureusement, ce ne sont pas les deux seules personnes. On peut donner aussi l'exemple de plusieurs journalistes, dont Atiana Serge Oulon, le directeur de publication du bimensuel L'événement, mais aussi d'autres chroniqueurs télé comme Khalifa Serré, Adama Bayala, ainsi que le journaliste radio Alain Traoré, qui ont tous été arrêtés en juin 2024 et déployés au front. Donc ça, c'est les autorités qui ont reconnu devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples en octobre 2024 les avoir réquisitionnés sur la base de ce décret-là. Et jusqu'à l'heure actuelle, près d'un an, ils sont restreints dans leur mouvement, ils sont tenus dans les garnisons militaires et potentiellement déployés dans des opérations militaires. Donc, ça n'affecte pas seulement aussi les journalistes. Je parlais aussi des magistrats. En août 2024, 7 magistrats de Bobo-Dioulasso et de l'ouest du Burkina Faso ont été réquisitionnés et déployés au front. Donc là, on parle aussi de procureurs, de substituts du procureur et d'autres acteurs qui ont été tous arrêtés et déployés au front sur la base du même décret. Si on regarde au Mali et au Burkina Faso, peut-être qu'il n'y a pas ces cas de réquisition et de disparition forcée, mais on voit des cas d'arrestation arbitraire. Au Niger, comme on l'avait déjà mentionné lors du webinaire de l'année dernière, il y a plusieurs acteurs politiques qui ont été arrêtés et détenus après le coup d'État de juillet 2023 et qui sont toujours en détention en violation des règles de procédure du Code pénal. C'est le cas du président Bazoum et de son épouse, pour lequel le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire avait statué en décembre dernier,
disant que leur détention était arbitraire, qu'ils étaient lésés dans leurs droits et qu'ils devaient être libérés. C'est également le cas de certains journalistes comme Ousmane Toudou, qui avait été arrêté en avril 2024 et accusé de complot contre l'autorité de l'État, traduit devant la justice militaire pour un post Facebook, WhatsApp. Désolé, on a eu une petite coupure d'Internet ici et donc j'en étais au Niger où je parlais de la détention de Ousmane Toudou, un journaliste qui avait été traduit devant la justice militaire pour un post WhatsApp où il appelait à défendre la démocratie et à ne pas céder aux jeux militaires. Donc, certains acteurs aussi ont été arrêtés pour avoir dénoncé le climat d'insécurité, en particulier dans la région de Tillabéri. Bon, il faut savoir qu'avec les régimes militaires, il y a tout un discours sur la reconquête du territoire national et les voix publiques dissidentes qui remettent en question ces dynamiques-là peuvent subir la répression étatique. L'acteur politique Intinekar Alassane, qui avait dénoncé des attaques dans la région de Tillabéri en juin 2024, avait été arrêté et avait été condamné à 1 an de prison et à une amende en juillet 2024. Je pense que le cas le plus célèbre au Niger est celui de Moussa Changari, qui est un acteur reconnu de la société civile nigérienne, un acteur présent dès les années 90, dès son adolescence, à travers l'Union des scolaires nigériens, et qui a été arrêté en décembre 2024 et accusé d'offenses très sérieuses comme complot contre la sécurité de l'État, apologie du terrorisme, intelligence avec des puissances ennemies, qui était durant tout ce temps-là un des critiques les plus publiques du régime militaire. Donc Moussa Tchangari, à l'heure actuelle, est toujours en détention. Il n'a pas été entendu sur le fond. Et selon les tendances que nous avons observées, ces détentions préventives-là, qui peuvent durer jusqu'à 4 ans, ont pour seule fin de garder les voix critiques en prison et de les empêcher de causer. Au Mali, je vais être très bref là-dessus, mais on a vu par exemple des mesures de restriction sur l'espace civique, notamment avec la suspension de toute activité politique d'avril 2024 à juillet 2024. Et durant cette période-là, en juin 2024, lorsque 11 acteurs politiques s'étaient retrouvés dans le domicile de l'un d'entre eux pour des raisons peut-être personnelles, peut-être pour discuter politique, ils ont tous été arrêtés pour violation de cette mesure de suspension-là et gardés en prison jusqu'en décembre 2024. Donc, ce qui pose un certain défi, notamment pour l'état de droit, dans un contexte de conflit. Et là, ça me permet de faire la transition sur la dynamique de conflit qui affecte en particulier les populations civiles du Sahel, notamment à travers l'action des groupes armés non étatiques, comme le groupe pour le soutien à l'islam et aux musulmans, et l'État islamique province du Sahel, qui cible de plus en plus les populations civiles. Au Burkina Faso, on a vu par exemple des attaques contre les populations civiles dans des lieux de culte. En 2024. En février 2024, c'était une église catholique d'Essakan qui avait été attaquée par Ansarul Islam, attaque qui avait causé la mort de 15 fidèles donc dans l'église. Et un jour après cette attaque-là, le même groupe armé a attaqué une mosquée à Natchabouani dans l'Est, ce qui avait causé la mort de 14 personnes. En août 2024, le même groupe a attaqué 26 personnes dans une église de Kounla, dans la boucle du Mont, donc tuant 26 fidèles qui étaient dans cette église-là. Et il faut noter aussi l'attaque virulente de Barsalogo, qui a eu lieu en août 2024, où près de 300 personnes qui ont été réquisitionnées par l'armée pour creuser des tranchées autour de la ville ont été attaquées et tuées par le groupe pour le soutien à l'islam et aux musulmans. Dans cette dynamique aussi, il est important de rappeler
La situation de siège qui sévit dans plusieurs parties du Burkina Faso et qui affecte la mobilité des populations, leur accès à la sécurité alimentaire, à l'éducation et aux soins de santé. Dans cette dynamique-là, pour ravitailler plusieurs des villes qui sont sous blocus, il y a des convois militaires qui sont utilisés par l'armée et malheureusement, il y a beaucoup de violence dans le déploiement de ces convois-là envers les populations civiles. Je vais juste donner l'exemple du village de Marmiga, dans le centre du Burkina Faso, donc dans la province du Sénégal plutôt, et de Mansilla, où en mai 2024, un convoi meurtrier a causé la mort de centaines de civils qui ont été tués parce que accusés d'être trop proches des groupes armés et de ne pas collaborer avec l'armée, donc en violation du droit international humanitaire. Et une autre menace qui pèse sur les populations civiles, c'est l'usage des drones armés, en fait, dans le cadre des opérations militaires. Comme on le sait, il y a eu une mobilisation forte pour acquérir du matériel militaire, pour faire face à la menace posée par les groupes armés, en particulier dans les zones qui échappent au contrôle de l'État, et dû aux défis dans les protocoles d'usage des drones armés, dans le principe de distinction entre civils et militaires, souvent les populations civiles sont affectées par des frappes. En janvier 2024, en réponse à une attaque de Ansarul, non, plutôt du groupe pour le soutien à l'islam et aux musulmans dans la région de Tillabéri, l'armée nigérienne avait procédé à des frappes de drones qui ont tué 6 civils, donc qui ont été impactés dans le village de Tiawa. Ce qui est important de souligner dans cette frappe-là, c'est que l'armée avait reconnu sa responsabilité et avait reconnu que les populations tuées étaient des civils, ce qui n'est pas souvent le cas dans d'autres contextes. Je peux donner l'exemple, par exemple, des frappes de drones de Hamas Rakad dans la région de Gao au Mali en mars 2024, qui ont fait au moins 13 morts, dont 7 enfants, et plus d'une douzaine de blessés, donc dans une frappe de l'armée malienne. Et une semaine plus tard, il y a eu une autre frappe de drone qui a touché le village de Douna dans la région de Mopti et qui a tué 14 personnes, dont 11 enfants. Et jusqu'ici, l'armée n'a pas reconnu sa responsabilité dans ces frappes-là. C'est la même chose qui s'était passé à Inadia Tafan, dans la région de Tombouctou, en octobre 2024, où 6 enfants ont été tués, dont 8 civils, parmi un groupe de 8 civils, lorsqu'un marché avait été ciblé par l'armée dans ses opérations militaires. Donc, on voit que la menace sur les populations civiles est très présente, continue d'être présente, et que le manque de transparence sur l'usage des drones armés affecte beaucoup l'intégrité physique des populations civiles. Je vais terminer mon propos sur des dynamiques qui apparaissent et qui se renforcent en fait dans les 3 pays du Sahel, notamment le discours sur les valeurs traditionnelles et la souveraineté retrouvée. J'avais parlé à l'introduction de mon propos de tout le discours sur la réappropriation nationale et sur la souveraineté retrouvée, notamment en distinction avec les partenaires internationaux qui étaient présents dans la région. Et cela se reflète en fait dans des changements dans les codes pénaux des pays de la région. Je peux donner l'exemple du code pénal malien adopté en décembre 2024 qui criminalisait les relations consenties entre personnes de même sexe. Donc, ce qui n'était pas une disposition dans le code pénal précédent au Mali, mais une disposition qui a été mise en place et qui s'inscrit dans le renforcement dans ce discours sur les valeurs traditionnelles. Au Burkina Faso, il se pourrait qu'on assiste à une même dynamique parce que l'avant-projet de code des personnes et de la famille érigeait également en infraction correctionnelle les relations sexuelles consenties entre personnes de même sexe, ainsi que la défense ou la promotion de tels actes. Et un dernier point, notamment sur les valeurs traditionnelles et tout le discours sur le rétablissement de la peine de mort qu'on peut entendre au Burkina Faso. Et en novembre, le gouvernement avait annoncé son intention de restaurer la peine de mort, une peine qui avait été abolie en 2018 par le gouvernement de Roch Marc Christian Kaboré. Enfin, pour revenir sur le code pénal malien, il y a des améliorations sensibles qui ont été notées, notamment la criminalisation de l'esclavage par ascendant été fortement exprimée par les organisations de la société civile, mais aussi des mesures allégeant les discriminations contre les femmes et les jeunes filles,
sur l'âge du mariage et notamment sur les droits à l'héritage. Donc voilà un petit peu pour mon propos. Merci beaucoup pour votre attention et à tout de suite pour la période de questions et de réponses. Merci beaucoup, Ousmane Diallo. On va pouvoir maintenant passer la parole à Fabien Hoffner, qui est donc notre chercheur principal sur le Bénin, Togo, le Cameroun et la Guinée. Avant de lui passer la parole, j'aimerais juste vous dire que vous pouvez commencer à poser vos questions si vous en avez dans le chat. Comme je vous l'ai dit, à la fin des interventions, on pourra prendre vos questions pour y répondre. Fabien Hoffner, c'est à vous. Oui, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous entendez bien. Je vais vous parler assez brièvement de la situation des droits humains, une partie en tout cas de la situation des droits humains au Cameroun et en Guinée. Je sais qu'on a beaucoup de camarades camerounais qui sont présents aujourd'hui. On ne peut évidemment pas tout évoquer, mais je vais essayer de mettre en parallèle la situation des droits humains en rapport avec la situation sécuritaire, la situation politique. La situation politique, on la connaît. C'est celle d'une élection présidentielle attendue pour le mois d'octobre et d'une crispation autour de la question de savoir si le président Paul Biya, qui est au pouvoir depuis 43 ans, va se représenter. Cela a eu des impacts sur le droit à la liberté d'expression, qui est déjà mis à mal au Cameroun depuis plusieurs années, mais ça a un peu encore cristalliser les problèmes autour de la liberté d'expression. On a eu par exemple plusieurs sorties d'autorités politiques et administratives qui ont réagi en interdisant certains propos qui évoqueraient le contexte de l'élection présidentielle ou la santé du président Paul Biya. Ça a été le cas du préfet de Mfundi, qui a déclaré que toute personne qui outrage dangereusement les institutions de l'État pourrait être interdire de séjour dans la préfecture. On a également eu le ministre de l'administration territoriale qui, le 9 octobre, à la suite de rumeurs sur la santé du chef de l'État, a interdit tout débat dans les médias sur l'état de santé du président de la République. Donc on voit bien que cette situation politique, les échéances électorales impactent assez durement le droit à la liberté d'expression dans le pays. Ces derniers mois, nous avons également évoqué la situation à travers des communiqués de presse de certaines personnes comme Ramon Kota, par exemple, qui a été arrêté au Gabon et transféré illégalement au Cameroun après avoir émis certaines critiques contre les autorités. Cela a été aussi le cas d'un jeune coiffeur, Junior Ngombe, qui a communiqué sur les réseaux sociaux en invitant les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Donc on voit dans le cadre de cette liberté d'expression qu'il y a une réelle crispation autour des échéances politiques. Pour finir sur la liberté d'expression aussi, une question d'impunité sur des cas extrêmement graves qui sont les assassinats des journalistes Jean-Jacques Olabébé et Martinez Zogo, dont les procès n'ont toujours pas démarré, ce qui fait évidemment peser une suspicion sur la réelle volonté politique des autorités camerounaises de faire en sorte que justice soit rendue pour l'assassinat de ces deux journalistes. Concernant la situation sécuritaire, deux conflits principaux ou deux situations de conflit. L'extrême nord du Cameroun, ça fait déjà plus de 10 ans que les groupes armés issus de Boko Haram mènent des attaques, des raids à la fois contre les militaires, les forces sécuritaires et militaires, mais aussi contre les civils, en opérant ce qu'on peut appeler des razzias contre les villages, en procédant à des enlèvements, en levant des taxes, notamment sur les rives du lac Tchad auprès des pêcheurs, avec en conséquence des assassinats, des vols, des destructions de logements. Cette situation perdure depuis très longtemps et malheureusement, il y a assez peu de changements, assez peu de changements aussi dans les deux régions anglophones du Cameroun, le nord-ouest et le nord-ouest, qui sont victimes de violences armées depuis 2017.
la situation un petit peu celle du statu quo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord de paix, les quelques négociations qui ont eu lieu ou début de négociations n'ont pas eu d'issue favorable. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est d'un côté la persistance de combats entre des groupes armés séparatistes et les forces de défense du Cameroun, mais aussi une criminalisation un petit peu de ces deux régions et de ces groupes armés, ou en tout cas de personnes présumément membres de ces groupes armés séparatistes, avec des kidnappings, des enlèvements contre rançon qui sont très récurrents, des violences qui sont opérées contre les civils qui ne refusent d'appliquer ou qui ne peuvent pas appliquer les nouvelles règles, les nouvelles lois imposées par ces groupes armés séparatistes, comme par exemple la levée de taxes révolutionnaires, de taxes en faveur de l'indépendance de ces régions, ou le maintien, par exemple, de ce qu'on appelle des ghost towns, les villes mortes. Donc, toute cette situation fait que les victimes civiles sont très nombreuses, à la fois par les groupes armés séparatistes, mais également par les forces de défense et de sécurité camerounaises qui se sont rendues coupables à quelques occasions documentées par des ONG, notamment camerounaises, d'homicides illégaux contre des civils. Le plus souvent, ce sont des civils qui sont soupçonnés euh, collaborer avec les groupes armés séparatistes ou être complices ou renseigner ces groupes armés séparatistes, et les civils étant bien évidemment victimes et pris en étau entre d'un côté l'armée camerounaise et de l'autre ces groupes armés séparatistes. Pour finir sur le Cameroun, la situation des détentions arbitraires, que je vais également relier avec la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, puisque depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, des dizaines et des dizaines de personnes, il est assez malaisé de les comptabiliser en fonction d'une difficulté à accéder à certaines informations et de lieux de détention très divers, mais des dizaines de personnes sont détenues arbitrairement. C'est le cas de l'ensemble des personnes qui avaient participé en 2017 à des manifestations pacifiques pour dénoncer les discriminations dont aurait été victime la minorité anglophone du Cameroun. On parle ici de Mancho BBC, de Tsi Conrad, de Pen Terence Khan, des journalistes, des leaders de la société civile, et également ce qu'on appelle le Neraten, c'est-à-dire les 10 responsables politiques, dont l'autoproclamé président de l'Ambazonie, qui sont tous condamnés à des peines extrêmement lourdes de 10, 20 ans de prison, voire à de la prison à perpétuité. Et je termine sur le Cameroun avec les détentions arbitraires, avec bien sûr les détenus du MRC. Encore une trentaine, je crois, de détenus du MRC sont détenus arbitrairement aujourd'hui, après avoir été condamnés, tout comme les détenus anglophones, par des tribunaux militaires, ce qui est illégal. Et ces membres du MRC, qu'ils soient sympathisants ou militants, avaient été condamnés pour leur participation à une manifestation en 2022. Beaucoup ont été libérés après avoir purgé leur peine, mais une vingtaine ou une trentaine sont toujours en détention. Voilà pour cet aperçu très succinct de la situation au Cameroun, puisqu'il y a également de multiples violations des droits, notamment économiques et sociaux. Je vais passer à la Guinée, un autre pays au contexte politique assez particulier, puisqu'on est maintenant 4 ans après l'arrivée au pouvoir des militaires du CNRD, par coup d'État, avec le renversement d'Alpha Condé. Et ce qu'on constate dans le rapport annuel, et ce qui est le cas depuis l'arrivée au pouvoir du CNRD, c'est que la situation des droits humains se dégrade après année, en dépit des engagements du CNRD et de Mamadi Doumbouya en faveur de ces droits humains qu'ils avaient garantis et qui étaient une de la justification de leur prise de pouvoir. Je vais laisser ma collègue prodige parler ensuite de la question des libertés de réunion pacifique, mais parlant de la dégradation des droits, notamment civils et politiques, en termes de liberté d'expression et d'association, là aussi, il y a une dégringolade assez impressionnante, avec tout simplement la fermeture des radios privées les plus écoutées du pays, qui pouvaient émettre des opinions assez critiques régulièrement, des restrictions d'Internet multiples qui se sont également produites au cours de l'année ciblée par le rapport annuel. Également de multiples détentions arbitraires avec des journalistes qui avaient été arrêtés
à la suite d'une manifestation devant la maison de la presse. Et le président du syndicat des journalistes, M. Pendessa, avait été condamné à 3 mois d'emprisonnement par la cour d'appel de Conakry. Et événement particulièrement grave, s'il en est, c'est bien sûr les disparitions forcées d'Oumar Silla et Mamadou Biloba, des représentants du FNDC qui, selon les témoignages et les différentes informations recueillies, ont bel et bien été enlevés par les forces de défense et de sécurité et amenés sur un lieu de détention. Ils ont été enlevés et ils sont disparus depuis le mois de juillet de l'année dernière. Jusqu'à présent, nous n'avons aucune nouvelle d'eux. Il n'y a aucune preuve, aucun élément d'information qui permette de dire aujourd'hui que les autorités guinéennes font tout ce qui est en leur pouvoir pour les retrouver ou les chercher, ce qui est évidemment extrêmement grave. Et, je terminerai là encore, il y a beaucoup de choses à évoquer, mais on ne peut pas tout évoquer. Je terminerai avec un événement qui était une victoire pour tous les défenseurs des droits humains dans le monde et en Guinée. Ça a été bien sûr la condamnation de l'ancien chef de l'État, Moussa Dadis Camara, et d'autres anciens responsables, notamment sécuritaires de la Guinée. Leur condamnation à des peines très lourdes, et notamment la prison à vie, pour le massacre du 28 septembre 2009, au cours duquel plus de 150 personnes avaient été tuées dans un stade à Conakry. C'était bien évidemment une victoire en ce qui concerne l'année précédente, mais malheureusement, ce qui est le cas depuis quelques mois, c'est qu'on a appris, vous le savez, la grâce de Moussa Dadis Camara pour raison de santé. Évidemment, une grâce peut être accordée pour des raisons de santé, mais ça pose la question, encore une fois, de la volonté politique des autorités guinéennes de faire en sorte que justice soit réellement faite et de façon durable pour ce massacre, puisque la libération du principal accusé dans ce procès est évidemment un objet de souci et de déception, notamment pour les associations de victimes de ce massacre du 28 septembre 2009. Merci beaucoup pour votre attention. Je repasse la parole aux collègues avant les questions-réponses. Merci beaucoup, Fabien Hoffner. On va passer maintenant la parole à Prodige Kaminga, qui est donc notre chargé de campagne principale pour l'Afrique centrale et en charge également de la campagne Protégeons les manifs et qui va justement nous parler de la mobilisation d'Amnesty International dans le cadre de cette campagne. Merci Marceau. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Comme mentionné, je vais parler d'un droit essentiel, mais malheureusement plus en plus menacé dans plusieurs pays d'Afrique. C'est le droit de manifester pacifiquement. Mon intervention sera spécifique sur le Sénégal et la Guinée. Au Sénégal, entre 2021 et 2024, les forces de sécurité ont souvent eu recours à une répression brutale face aux manifestations. Pendant cette période, des manifestations pacifiques ont été interdites, violemment dispersées, et des manifestantes ont été blessés ou arrêtés arbitrairement. Il y a eu 65 morts, la plupart par des forces de sécurité et de défense lors de ces manifestations. Un élément important à mentionner est la loi d'amnistie adoptée en mars 2024 par l'Assemblée nationale sénégalaise. Cette loi visait essentiellement à effacer les infractions liées aux manifestations ou à des motivations politiques commises entre février 2021 et février 2024, que ce soit les manifestants ou les forces de sécurité. Elle a été votée juste avant l'élection présidentielle et a mis la libération de plusieurs figures politiques, dont le président actuel, le président Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Cependant, cette loi a suscité des vives critiques, notamment parce qu'elle risquait de couvrir aussi des crimes graves. En réponse, une loi interprétative a été adoptée en avril 2025 pour exclure explicitement de l'amnistie les actes comme les meurtres, la torture et les disparitions forcées.
En Guinée, la situation est encore un peu plus inquiétante. Depuis 2019, les manifestations sont souvent réprimées avec une violence extrême. Le rapport d'Amnesty International, Une jeunesse meurtrie, publié en mai 2024, relève qu'au moins 113 personnes ont été tuées et des centaines d'autres gravement blessées, y compris des enfants. Ça, c'était lors des manifestations réprimées par les forces de défense et de sécurité. Ces violences ont eu lieu sous le régime d'Alpha Condé et du Comité national de rassemblement pour le développement, CNRD. Le rapport met aussi en lumière les difficultés persistantes pour les victimes à accéder à des soins médicaux et à obtenir justice dans un climat d'impunité généralisée. Dans cette campagne protégeant les manifestations, Amnesty International documente ces abus, soutient les victimes et demande au gouvernement, comme ceux de la Guinée et du Sénégal, de respecter les droits humains et les droits de manifester. On travaille sans relâche pour défendre ce droit en enquêtant sur les violations, en informant le public et en surveillant la situation et poussant pour des réformes concrètes. Au Sénégal, notre travail a permis la libération de centaines de personnes arrêtées arbitrairement entre 2021 et 2024. Cela a non seulement rendu leur liberté à ces personnes, mais a aussi rappelé l'importance de ces droits, des droits humains et de l'état de droit. Aussi, Amnesty International Sénégal représente la société civile dans une commission mise en place par les nouvelles autorités pour aider les victimes et leurs familles. Depuis 2021, Amnesty International mène une campagne et un plaidoyer pour la justice pour les morts et les blessés durant les manifestations et pour toute autre victime afin que les responsabilités pénales soient clairement établies et que les garanties de non-répétition de ces crimes soient respectées. Ce travail est essentiel pour encourager la justice et la responsabilité. En décembre 2024, Amnesty International a organisé un événement en marge de la Biennale auquel ont participé différents artistes reflétant les luttes et la résilience de leur communauté, nous rappelant la force et la persévérance de ceux qui se battent pour la justice. Cette exposition a fait ressortir les images des victimes de la répression violentes et des manifestations, notamment en Guinée. Je vais partager mon écran pour vous montrer quelques-uns de ces visages. Une seconde. OK. Alors, ici, on a Aïcha Baldé. À 9 ans, Aïcha a été blessée chez elle par une balle perdue tirée lors d'une manifestation. On a aussi Alpha Amadou Bari qui souffre encore de graves séquelles après des blessures infligées par des forces de sécurité lors de manifestations en 2020 et en 2022. Son cas illustre la violence répétée des agents de l'État, l'impunité et l'absence de soins adaptés. On a aussi Amadou Tidiane Diallo qui avait 16 ans et a été grièvement blessé par balle, selon lui par des gendarmes. Il est désormais handicapé et sa famille a dû payer plus de 12 millions francs CFA, pardon, pour ses soins médicaux. Son cas souligne les violences de force de l'ordre et ses lourdes conséquences sur les victimes. On a aussi Boubacar Biroba, qui a été grièvement blessé par balle lors d'une manifestation à Conakry. Boubacar
attendu longtemps avant d'être transporté à Donka, à l'hôpital pour les soins médicaux. Son cas relève les graves défaillances dans le traitement des soins d'urgence. Et finalement, on a El Hadji Bailo Diallo qui a été touché au visage pendant les manifestations et qui n'a pas pu recevoir des soins à, à- à cause de paiement euh, de frais d'hospitalisation. Euh, Ça, ce sont seulement les exemples des cas ou des visages de la répression. Euh, Ce qu'on demande est vraiment simple, c'est que les autorités protègent les manifestants et les manifestantes au lieu de les réprimer et qu'elles garantissent un espace où chacun et chacune peuvent s'exprimer librement et sans crainte. Oui, merci à toi, Marceau. Merci beaucoup, Prodige, pour cette intervention. Donc, on va pouvoir passer, après donc, les interventions de nos trois panélistes, à la série de questions-réponses. Nous avons encore pas mal de temps pour cela. Donc, continuez à poser les questions, à poser, pardon, vos questions dans le chat. Et vous pourrez aussi, comme ça vient d'être fait à l'instant, lever la main pour effectivement poser une question de vive voix. Peut-être avant de prendre la question de Didier Kinana, euh, je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat et c'est tout à fait normal sur la situation des droits humains en RDC et sur l'action d'Amnesty International à cet égard. Ce que je peux vous dire sur cela, c'est que la RDC n'est pas couverte par le bureau régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. C'est le bureau d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Est qui travaille sur la situation des droits humains en RDC. C'est pour ça que dans ce webinaire d'aujourd'hui, nous vous avons présenté la situation des droits humains d'autres pays couverts par notre bureau. Donc j'imagine, et je suis même certain qu'il y aura d'autres occasions pour vous de vous exprimer sur ce pays avec le bureau d'Afrique de l'Est d'Amnesty International et d'interagir avec les personnes qui travaillent directement sur ce pays. En revanche, ce que je peux quand même vous dire, évidemment, c'est que nous travaillons énormément sur la situation des droits humains dans ce pays, puisque cette situation est extrêmement préoccupante, comme vous l'avez tous mentionné dans le chat. Comme vous pouvez le voir dans le rapport annuel qui est sorti le mois dernier, la RDC, évidemment, nous avons prend une grande part dans ce rapport annuel. Nous avons dénoncé, et c'est bien normal, les exactions qui ont été commises à la fois par différents groupes armés dans l'est du pays, mais également par les forces gouvernementales dans le cadre du conflit, notamment en Ituri et dans le Nord Kivu. Nous avons donc effectivement dénoncé les attaques illégales contre les civils de la part des différents belligérants, le pilonnage aveugle des zones habitées. Nous avons mentionné aussi le fait qu'il y avait que le Bureau des Nations Unies avait documenté plus de 250 exécutions extrajudiciaires par les forces gouvernementales dans le cadre toujours de ce conflit armé. Dénoncer aussi le phénomène des violences sexuelles qui existent dans le cadre de ce conflit, mais également il y a tout un chapitre qui rappelle les violations aux libertés fondamentales, la restriction de l'espace civique, notamment, mais pas seulement, dans le cadre de l'état de siège qui a été décrété depuis 2021 dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, qui amène des restrictions systématiques à ces libertés fondamentales, mais également, comme vous le savez, les massacres à la prison de Menaka, dans cette soi-disant tentative comment on appelle ça, de
des prisonniers ont tenté voilà, d'évasion, pardon, excusez-moi, tentative d'évasion, mais qui s'est soldée évidemment, comme vous le savez, par plus de 129 prisonniers et prisonnières qui ont été tués et plusieurs centaines de de viols à l'égard des prisonniers. On a aussi parlé de la déclaration de la ministre de la Justice qui a, en début d'année dernière, déclaré que euh, le moratoire sur la peine de mort allait tomber et que le pays allait reprendre les exécutions. Attends. Je suis revenu, désolé, une coupure d'Internet. Donc, je disais que dans ce rapport se trouve aussi donc, l'annonce de la ministre de la Justice qui a dit que le pays allait revenir sur le moratoire sur euh, la peine de mort et ça a entraîné une multiplication des condamnations à mort dans le pays depuis cette déclaration. Donc, il y a tout un chapitre sur ce pays et c'est bien normal dans le rapport annuel. Ce que je peux vous dire aussi, et c'est important si vous l'avez suivi, et, Agnès Calamard, qui est la directrice générale d'Amnesty International, a beaucoup mentionné la situation de la RDC dans son intervention à l'occasion justement de la sortie du rapport annuel d'Amnesty International fin avril dernier, donc le mois dernier, ainsi enfin, il y a eu d'autres interventions qui ont mentionné la situation de ce pays, notamment et justement pour démontrer un certain deux poids, deux mesures, puisque effectivement la situation en RDC, comme d'autres situations, on peut notamment parler de la situation au Sahel, ces situations se déroulent, en tout cas ces conflits et les graves violations des droits humains dans ce pays se déroulent dans une certaine indifférence de la communauté internationale. C'est justement ce qu'Amnesty dénonce et ce sur quoi elle travaille pour essayer de faire en sorte que la communauté internationale justement s'intéresse à cette situation et puisse intervenir sur cette situation. Pour répondre encore à une question dans le chat sur qu'est-ce que l'on fait. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est le bureau Afrique de l'Est qui travaille sur cette situation, mais bien évidemment, nous menons des recherches, comme dans d'autres pays, sur les violations des droits humains en République démocratique du Congo. Comme cela a été mentionné d'ailleurs aussi dans le chat, vous pourrez voir que sur le site d'Amnesty International, nous venons juste de sortir un document sur les exactions commises par les groupes armés M23 à l'est du pays, et notamment à l'égard des personnes détenues, des civils détenus qui sont torturés, voire exécutés par les éléments du M23. Je peux vous annoncer aussi qu'il y a un rapport d'enquête qui va bientôt sortir sur la situation des droits humains dans ce pays. Donc, nous travaillons beaucoup sur la recherche, sur la situation des droits humains dans ce pays. Et des actions de plaidoyer sont aussi menées à la fois envers les autorités de la République démocratique du Congo, mais aussi des instances régionales de protection des droits humains comme la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ou encore l'Union africaine, et que des actions de plaidoyer sont également menées auprès des Nations unies sur cette situation. Donc voilà, voilà ce que je pouvais dire, ce qu'on pouvait dire sur ce pays. Mais nous y reviendrons peut-être avec d'autres interventions, mais s'il vous plaît, voilà, soyez conscients que notre bureau ne couvre pas, en tout cas, ce pays et que c'est le bureau d'Afrique de l'Est qui travaille sur la République démocratique du Congo. J'ai vu peut-être encore avant de prendre des questions de vive voix, une question sur comment faites-vous pour documenter la situation des violations des droits humains dans des situations d'insécurité ou en tout cas des situations complexes, j'imagine notamment de conflits armés. Peut-être je peux donner la parole à Ousmane pour répondre à cette question.
Merci beaucoup Marceau et merci beaucoup à Yacouba pour sa question notamment sur le travail d'Amnesty International dans des contextes de conflit. Ce n'est pas tout le temps très simple, il faut le dire, notamment pour documenter des violations des droits humains dans des situations où l'accès devient difficile à cause du conflit et où il est parfois difficile de corroborer les événements qui nous sont rapportés. Bon, il faut savoir que dans notre travail, nous utilisons différentes méthodes que nous conjuguons pour arriver à une information fiable et crédible, parce qu'Amnesty International est une organisation de campagne pour les droits humains qui s'appuie sur une recherche. Donc, je peux parler des entretiens qui sont menés à distance avec des personnes clés, donc des témoins primaires, des sources primaires. Par exemple, si on parle d'une frappe de drone qui a eu lieu à Masrakad ou autre part, on va parler aux victimes de la frappe. On va parler aux témoins qui ont assisté à la frappe. S'il y a des personnes qui ont été blessées durant la frappe, on va parler avec eux et on va utiliser le maximum de moyens pour parler aux personnes qui ont été les premières impactées par l'incident potentiel de violation du droit international humanitaire. Mais on ne se limite pas à ça. On essaie aussi de faire une analyse avec des sources secondaires. Ça peut être des experts, des acteurs qui sont dans la région, qui peuvent nous aider à mieux comprendre les dynamiques locales parce qu'il arrive parfois que des incidents surviennent dans des lieux où les groupes armés sont actifs. Donc, ce qui peut expliquer la logique de l'armée, mais qui n'excuse pas les violations du droit international humanitaire comme les tueries contre les populations civiles. Nous utilisons aussi des sources médicales, par exemple, pour les cas de violation du droit de manifester ou même liés au conflit armé. Nous pouvons parler avec des sources médicales pour voir les blessures, des documents médicaux aussi, des ordonnances et des analyses qui corroborent les propos qui nous sont rapportés. Et aussi, nous utilisons des sources géosatellitaires pour corroborer certains des incidents. Par exemple, s'il y a une opération où on assiste, selon les témoins, à des destructions de biens publics et privés, des destructions de greniers. On peut corroborer ce qui est rapporté par ces sources primaires-là avec les analyses géosatellitaires, donc durant la période qui est indiquée. Voir si ce qu'on peut voir des satellites corrobore et en conformité avec ce qui nous a rapporté par les témoins afin d'arriver à une conclusion euh, fiables et crédibles pour lesquels on peut discuter avec les autorités. Et je pense que notamment sur comment on discute auprès des groupes armés et des autorités gouvernementales, il y a une dynamique particulière parce que souvent le défi auquel on est confronté dans le Sahel, c'est que on ne s'accorde pas sur les faits. On ne s'accorde pas sur les faits. On va parler de frappe contre des populations civiles. Le gouvernement va dire soit ce sont des combattants armés, même si ce n'était pas crédible, ou dire, par exemple, ce sont des dommages collatéraux, donc ça ne devrait pas être posé de problème. Lorsqu'on parle, par exemple, de frappe à Amasrakad ou bien à Douna, dans la région de Mopti, où la majorité des victimes sont des enfants, ce n'est pas crédible de dire que ce sont des combattants ou bien des gens qui collaboraient avec les groupes armés qui ont été victimes de la frappe. Donc ça aussi, il y a une question de crédibilité. Enfin, la dernière question notamment, comment on discute avec les groupes djihadistes. Jusqu'ici, on n'a pas eu de rapport avec eux. Bon, il n'y a pas eu de rapport avec les groupes armés. On ne fait que documenter les violations qu'ils commettent sur les populations civiles. Et peut-être qu'à l'avenir, bon, on pourra leur présenter les conclusions de nos recherches comme on le fait au gouvernement de la région pour avoir leur réponse là-dessus. Donc, voilà un petit peu. Pour résumer, ce n'est pas simple, mais on y arrive quand même parce qu'on a bâti des partenariats avec des organisations, des acteurs depuis des années et qu'on utilise une variété de méthodes pour corroborer les informations, pour documenter les incidents afin d'arriver à une conclusion crédible et fiable. Donc voilà un petit peu. Merci beaucoup, Ousmane. On va peut-être prendre une première question oralement. Je vais donner la parole à Mahamat Ali Maxime. Si vous pouvez vous présenter avant de poser votre question, s'il vous plaît.
On vous écoute en espérant que votre micro soit ouvert. Bonjour, bonjour. Moi, Bonjour. c'est Mamadou Maxime, étudiant, Oh, étudiant en sociologie, et spécialité population et développement. Ce qui m'a préoccupé de prendre la parole ici est juste de savoir pourquoi, depuis l'arrestation du docteur Sixé Masra, l'opposant politicien tchadien, l'Amnesty n'a jamais jugé cela magnifique pour sa libération. Et l'Amnesty ne s'est même pas manifesté par rapport au conflit qui s'est déroulé là-bas dans le village de Logon, c'est à Macao ou c'est Macaro. Parce que si dans l'Amnesty, depuis 2021, je suis des informations, je reçois des informations. Je n'ai jamais reçu une information concernant le Tchad de la part de l'Amnesty. Il n'y a pas de notifications qui m'ont été, comment dirais-je, mentionnées, le cas du Tchad. Ce qui me préoccupe ici est le problème du docteur Sixé Masra, l'arrestation de l'opposant Sixé Masra. Ce point n'a jamais été évoqué par des intervenants qui ont été passés ici sur la question de l'Afrique centrale. Donc, ma question a été, comment dirais-je, ma question est de savoir pourquoi l'Amnesty ne s'est pas manifestée à l'arrestation du docteur Sixé Masra. Et le conflit qui se déroule jusqu'à là, paraît qu'il n'y a pas de solution. Comme le système gouvernemental est déjà chaotique, donc j'aimerais avoir des explications sur l'Amnesty. Merci. merci beaucoup. Et ça permet de faire le lien avec une ou deux questions aussi qui ont été posées dans le chat, effectivement, sur la situation des droits humains au Tchad. Dans le chat, d'ailleurs, il y avait des questions sur la situation des membres du Parti socialiste sans frontières, excusez-moi, du PSF, arrêté l'année dernière et dont le secrétaire général est toujours aujourd'hui arrêté au Tchad. Nous sommes intervenus en tout cas sur cette situation-là. Nous avons produit de nombreux communiqués de presse pour dénoncer l'arrestation arbitraire des proches de l'opposant Yaya Diallo. Nous avons d'ailleurs contribué, je pense, par notre mobilisation à la libération de la plupart d'entre eux, mais nous continuons évidemment de nous mobiliser pour la libération des personnes arbitrairement arrêtées. S'agissant de Sixé Masra, nous suivons évidemment la situation de cette personne. Nous sommes en lien avec ses avocats. Il est fort probable que vous entendrez une communication de notre part dans les prochains jours sur cette situation que nous suivons de près. Et nous savons aussi, nous sommes en lien avec des avocats internationaux qui sont aussi en soutien à Sixé Masra. Et donc, vous allez entendre Amnesty International sur cette situation. Quant à la situation des violences entre agriculteurs et éleveurs dans le pays, mais principalement dans le sud du pays, comme on a pu le voir ces dernières années, notre bureau est en train de mener une recherche spécifique sur cette question. On a déjà mené plusieurs missions au Tchad, y compris dans le sud du pays, pour travailler sur cette question spécifique. Et donc là également, dans les mois qui viennent, nous sortirons un rapport d'enquête sur cette situation pour dénoncer les violations des droits humains qui sont liées à ces violences entre agriculteurs et éleveurs dans le sud du pays. Donc c'est une situation qui nous préoccupe beaucoup et sur laquelle nous agissons. On peut peut-être passer à une question de Monsieur Yacouba. Monsieur Yacouba, c'est à vous. Monsieur Yacouba, est-ce que vous pouvez poser votre question, ouvrir votre micro si c'est possible? Oui, bonjour tout le monde. Comment vous allez, Marcelo? Merci, très bien. Merci à vous. Vous Je vous m'entendez? écoute. Oui, est-ce que vous pouvez vous présenter et poser votre Très question, s'il bien. vous plaît?
Très bien. Je suis Yacouba Daouda, effectivement, de l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Je suis présentement en Grenade, en Espagne, pour une activité de recherche, puisque je suis dans le domaine de l'éducation. Merci. C'est pour la première fois que vraiment je participe, mais je reçois quand même des mails de l'Amnesty, les développements que vous faites. Vraiment, j'apprécie beaucoup. Ma question que j'avais posée, je ne sais pas, moi je vois les choses d'un angle un peu différent. Étant un enseignant, j'ai compris que vous faites des plaidoyers. Tout à l'heure, vous les avez évoqués. Et puis, vous dénoncez, au fait, les injonctions vraiment faites à la population civile. Moi, je pense que au lieu de dénoncer, il fallait plutôt être un peu plus pratique. Parce que Amnesty International est la seule organisation, à ce que je sache, qui œuvre dans le domaine du droit, dans le domaine pratique de la vie quotidienne. Donc, je pense que le fait de dénoncer ou bien de documenter des documents, moi, je pense qu'on devrait aller un peu plus en avant dans les plaidoyers que vous avez dit, Marcelo. Intercéder auprès des forces gouvernementales ou bien au niveau des groupes djihadistes ou des groupes terroristes, vraiment pour résoudre le problème avant que ça ne vienne, puisque c'est, tout à l'heure Ousmane l'a dit, c'était des dommages collatéraux parce qu'ils sont innocents, ils mènent leur vie paisiblement dans leur village. Il y a d'autres qui sont tués dans des cultes, par exemple récemment à Niamey, dans la région de Tillabéri, ça a eu lieu, des gens qui sont en train de prier dans une mosquée, on est venu, on les a tués. Et d'autres dans des marchés, on est venu, on les a tués. Donc, moi, je dirais, les terroristes faisant des offenses à la population civile, c'est pour frustrer les gouvernements qui sont en conflit avec. Ils ne sont pas officiellement en conflit avec ces populations, mais c'est pour montrer leur mécontentement au gouvernement de ces régions. Maintenant, moi, je pense que est-ce que Amnesty International ne peut pas être un peu plus pratique pour aller dans des négociations de ce genre pour éviter que ce drame arrive à cette population au lieu de documenter ou bien de dénoncer. Parce qu'on a vu, l'exemple est là, la guerre en Ukraine avec Poutine et l'Ukraine, la Russie et l'Ukraine. Même tout le monde dénonce, mais rien ne se fait. Donc, au lieu de dénoncer, est-ce qu'il ne faut pas aller vers une pratique? Peut-être, moi, je pense que ça serait plus, peut-être, une solution, peut-être à ces problèmes. D'accord. Merci bien. Merci pour votre question. On va la poser à Ousmane Diallo et qui pourra peut-être aussi répondre à une question dans le chat qui est comment Amnesty International parvient à déterminer les responsabilités lors d'un conflit armé entre deux parties, surtout lorsque des frappes ont causé des pertes en vie humaine et que chacune des parties rejette la responsabilité des dommages sur l'un et l'autre. Merci beaucoup, Marceau. Je vais répondre à la dernière question qui est beaucoup plus simple. Disons que, par exemple, pour les frappes de drones, c'est très facile de savoir d'où vient la responsabilité parce qu'il n'y a qu'une des parties belligérantes qui dispose de drones armés. Notamment bon, les drones Bayraktar et Akinci qui ont été acquis par plusieurs armées du Sahel au cours des 5 dernières années. Et donc là, c'est plutôt facile de savoir qui a la responsabilité derrière les frappes de drones. Mais c'est vrai que parfois, ça peut être beaucoup plus compliqué, notamment lorsqu'on parle d'attaques contre les populations civiles qui se font par à la Kalachnikov ou par autre, et que les parties s'accusent mutuellement. Bon, je peux donner l'exemple du massacre de population civile à Karma, donc au Burkina Faso, en mai 2023, où l'armée accusait les djihadistes, les groupes armés non étatiques, d'avoir acquis
d'avoir porté leurs uniformes et d'avoir tué des civils en se faisant passer pour les militaires. Et je pense me souvenir qu'il y avait tout un discours sur la perfidie qui avait été promu par les autorités burkinabées pour se disculper et accuser les groupes armés de s'être fait passer pour eux pour attaquer les populations civiles. Bon, disons que pour cet incident-là, par exemple, dans le cadre de notre travail de documentation, on a parlé à des gens qui étaient à Waiguya et dans le site de l'attaque, à Karma. Donc, des gens qui nous ont dit, on a bien vu l'arrivée des militaires 3 jours avant l'attaque. On les a vus avec leurs signes distinctifs. Ils étaient au camp militaire de Waiguya. Ils portaient l'uniforme avec le numéro, avec le nom de régiment là-dessus. Et on sait que 4 jours avant l'attaque, il y a eu une attaque des groupes armés contre une position des VDP dans un village à côté. Et les blessés avec qui on a parlé ont donné des témoignages assez éloquents sur la responsabilité, que eux, lorsque les militaires sont arrivés, par exemple, ils les ont tous rassemblés sur la place du village, ont fait passer l'intervention comme une patrouille de routine, leur ont demandé les pièces d'identité avant de procéder aux exécutions illégales. Donc, le fait de parler aux sources primaires, de corroborer, d'analyser le contexte permet souvent de définir clairement la responsabilité, des partis. Ça peut être plus compliqué si je donne l'exemple d'une attaque qui avait eu lieu à Solhan, au Burkina Faso aussi, en 2021, où c'était clairement un groupe armé qui était responsable de l'attaque, mais au début, c'était très difficile de savoir si c'était Ansarul Islam, le groupe pour le soutien à l'islam et aux musulmans, ou bien l'État islamique dans le Grand Sahara, parce que dans cette zone d'opération-là, les deux groupes opèrent, agissent, et c'est une zone où on voit l'activité de ces deux groupes-là. Mais bon, finalement, après des analyses contextuelles avec les ressortissants de la zone, des experts, on a pu comprendre que c'était vraiment la responsabilité de Ansarul Islam derrière cette tuerie. Aussi, la question de M. Yacouba par rapport à passer de la dénonciation à l'action. Moi, c'est très intéressant que vous mentionnez ça, mais en tant que Nigérien, déjà, c'est compliqué, disons, de parler, de mettre sur le même pied d'égalité les parties belligérantes au conflit. Il y a un climat de suspicion qui pèse déjà sur les organisations des droits humains comme Amnesty International, et le fait d'essayer d'amener les parties à négocier non seulement entraînerait la défiance et la suspicion, mais outrepasserait le mandat d'Amnesty International qui est de documenter et de faire du plaidoyer sur les droits humains. Donc nous, on n'a pas de mandat sur les choix politiques qui sont faits par les États pour régler des questions sécuritaires. Par contre, on travaille avec des organisations qui ont ce mandat-là, qui ont cette capacité et cette expertise pour les informer sur les dynamiques de conflit, les tendances en violation des droits humains que nous avons notées, et ces analyses-là que nous fournissons peuvent les aider dans leur action de médiation entre les parties belligérantes au conflit. Donc, ce n'est pas parce que Amnesty International n'intervient pas dans cette séquence de la résolution du conflit qu'on est apathique ou bien qu'on n'interagit pas avec d'autres acteurs qui interviennent là-dessus. Donc, voilà un petit peu par rapport à cette question-là. Merci beaucoup, Ousmane. On va peut-être prendre 2 questions d'affilée. Si vous pouviez poser vos questions de manière brève, parce qu'on arrive bientôt à la fin de ce webinaire, mais on a besoin de vous entendre. Donc, Emmanuel Ekouli, est-ce que vous pouvez poser, s'il vous plaît, votre question? Oui, bonjour, je m'appelle évidemment Emmanuel Ekouli. Je travaille comme journaliste au Cameroun. D'ailleurs, je suis le correspondant de Reporters sans frontières. Et tout à l'heure, j'ai suivi un exposé qui avait été fait aux manifestations publiques qui ne sont plus autorisées au Cameroun depuis des lustres, surtout lorsqu'il s'agit des partis politiques de l'opposition. Moi, je veux poser une question simple, peut-être 2 questions. Alors, que compte faire Amnesty International dans ce sens? Puisqu'au Cameroun, toutes les manifestations organisées par l'opposition sont systématiquement refusées par l'administration, par les sous-préfets, par les préfets, par les gouverneurs et même par le MINAT, le ministre des Administrations territoriales.
Alors, et autre chose, j'ai entendu tout à l'heure, lorsqu'on parlait des atteintes aux droits humains, on a mentionné le cas de Mancho BBC et des autres qui sont encore en prison, Amadou Bamoulke et les autres, malgré toutes les condamnations au niveau mondial qui ont été faites au Cameroun, n'a pas réagi jusqu'à présent et ces messieurs-là continuent de copier dans des conditions assez difficiles. Moi, je sais parce que je suis souvent allé leur rendre visite. Et puis moi qui vous parle aussi, j'ai été victime d'une agression barbare il n'y a pas très longtemps. J'étais en couverture, hein, vous avez parlé d'ailleurs de cela aussi, l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Et je ne vous apprends rien parce que vous êtes certainement au courant de cette actualité-là. On avait à l'époque accusé Reporters sans frontières d'avoir été à l'origine de rapports qui a inculpé ces présumés assassins. Et du coup, moi, j'étais devenu la cible principale. D'ailleurs, j'ai été violemment agressé. J'ai mon œil droit qui aujourd'hui n'est plus en activité à cause de cette attaque-là. Et je demande qu'est-ce que Amnesty International compte faire pour essayer de limiter toute cette violence-là au Cameroun. Les droits humains, surtout que vous avez bien mentionné, c'est là nous sommes à la veille de l'élection présidentielle où on a un monsieur qui a déjà fait 43 ans au pouvoir et qui compte encore se représenter, même si aujourd'hui il a beaucoup de problèmes de santé, mais il continue à s'accrocher, il continue à s'agripper. Qu'est-ce que l'Amnesty International compte bien faire? Voilà, voilà mes questions. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Avant que Fabien ne réponde à votre question, je vais prendre la question de Kambale Nguka, s'il vous plaît. Vous pouvez être bref dans votre question. Kambale Nguka, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, je suis Kambale Nguka Patrick, je suis défenseur des droits de l'homme, coordonnateur d'organisation Badilika basée au Nord Kivu. J'ai lu les rapports et j'étais à remercier d'abord l'équipe de la rédaction de l'Amnesty pour ce grand travail qui ne cesse d'informer la population sur les différentes violations commises ici en République démocratique du Congo. Mais néanmoins, je voulais aussi placer les commentaires par rapport à la situation de défenseur des droits de l'homme. Je vois dans les rapports, il y a certaines informations qui ont été oubliées. Je ne sais pas si c'est dans quelle raison, surtout sur la situation des défenseurs des droits de l'homme pendant cette situation de la guerre. Vous le savez, avant même l'état des sièges, il y a eu vraiment la restriction des libertés où plusieurs défenseurs des droits de l'homme ont été sous les barreaux. Mais aussi avec cette guerre, je vois que dans les rapports, on n'a pas mentionné plusieurs cas de défenseurs et des activistes qui sont aujourd'hui à clandestinité, visés par des menaces des belligérants du M23. Alors, je voulais peut-être savoir si peut-être l'équipe n'a pas eu peut-être le temps de sonder toutes ces informations ou peut-être il y a un autre rapport à cours de rédaction qui pourra élucider les situations macabres auxquelles aujourd'hui les défenseurs des droits humains en République démocratique du Congo sont en train de traverser. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est le bureau Afrique de l'Est qui travaille sur la situation en République démocratique du Congo. Donc, il est difficile pour moi de vous répondre précisément à votre question. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, le rapport annuel est évidemment un résumé des violations des droits humains dans les différents pays. Il y a très peu d'espace consacré aux différents pays. Donc, parfois, il y a des situations de violation des droits humains qui n'apparaissent pas dans ces rapports, mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas informés, que nous ne travaillons pas sur ces cas. Et effectivement, on peut parfois
travailler sur des cas qui ne sont pas mentionnés, mais faire du plaidoyer quand même sur ces situations. Et en revanche, pour joindre une autre question qui était dans le chat, n'hésitez pas évidemment à informer les bureaux régionaux d'Amnesty International, que ce soit le nôtre sur l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale ou le bureau de l'Afrique de l'Est, sur les différentes violations que vous avez subies ou des violations des droits humains que vous avez que vous avez pu documenter ou sur la situation de défenseurs des droits humains que vous connaissez. Si vous voyez qu'effectivement nous n'intervenons pas sur ces situations-là, envoyez-nous des informations, envoyez-nous des emails. C'est vraiment important et voilà, nous archivons et nous traitons toutes les informations que nous recevons. Fabien, est-ce que tu souhaiterais, s'il te plaît, répondre à la question sur le Cameroun? C'était Monsieur Ikouli, je crois, si je n'écorche pas votre nom. Effectivement, Amnesty International s'intéresse évidemment à la question de la liberté d'expression, comme d'autres organisations, Reporters sans frontières. Il y a également d'autres organisations qui travaillent sur le sujet. Comme on l'a expliqué, nous, ce qu'on peut faire, c'est de la recherche, de la campagne et de l'éducation et des droits humains. Mais on peut effectivement très bien envisager, dans le cadre de l'élection présidentielle à venir, d'insister sur la question, par exemple, de la liberté d'expression ou des manifestations en publiant un communiqué de presse. Amnesty International est une organisation qui a de l'influence jusqu'à un certain point. Le point limite, c'est la question de la coercition, notamment politique. Ça, ce n'est pas du tout le rôle d'Amnesty. Nous pouvons et nous devons influencer les personnes qui sont en mesure de prendre des décisions politiques ou de créer de la pression diplomatique sur le Cameroun ou sur d'autres pays en faveur de l'obtention de résultats sur les droits humains. Donc, effectivement, nous, ce qu'on peut faire, c'est faire des communiqués de presse. On peut saisir les mécanismes internationaux de défense des droits humains, que ce soit à l'ONU, avec, par exemple, le rapporteur spécial sur la liberté d'expression, auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est là encore un espace où il est possible de dénoncer publiquement ou de porter à la connaissance de commissaires certaines situations, afin que ces personnes qui ont plus de pouvoir et qui sont membres de l'Union africaine ou membres d'institutions comme l'ONU où le Cameroun est partie prenante, de faire des pressions. Voilà, nous, on est en mesure de donner cette matière, de donner à voir ce qui se passe. Après, la possibilité d'obtenir un changement réel, c'est entre les mains des autorités camerounaises qui ont ce pouvoir politique ou entre les mains des personnes qui sont en capacité de contraindre ou d'influencer politiquement et diplomatiquement le Cameroun. C'est un pouvoir qui est limité, mais qui est bien réel. Et on s'en rend compte notamment à la faveur de certaines enquêtes qui peuvent être déclenchées dans certains pays sur la base de rapports documentés par Amnesty International, sur la base de demandes de comptes de membres de commissaires de l'ONU ou de la CEDHP qui demandent à certains pays, certains gouvernements de rendre compte d'informations qui étaient publiées par des organisations de défense des droits humains. Donc l'influence est limitée, mais elle est bien réelle. Voilà, j'espère que j'ai pu en partie répondre à votre question. Et je vais partager sur le chat mon mail si jamais vous souhaitez me contacter concernant votre situation particulière pour savoir un petit peu plus ce que vous avez vécu. Merci beaucoup. Merci Fabien. Le temps presse, nous avons même dépassé le temps imparti pour ce webinaire, mais on va prendre les 2 dernières mains levées pour les questions. Donc je vais demander à Mohamedou Bassinou d'intervenir très brièvement, s'il vous plaît, et ensuite à Ousmane Abdousso de se préparer pour sa question. Donc Mohamedou Bassirou, s'il vous plaît, on vous écoute. Mohamedou Bassirou, on ne vous entend pas. Peut-être que Ousmane Abdousso pourrait prendre la parole. Voilà.
Ok. On vous écoute. Merci à l'équipe d'Amnesty International. Je suis Ousmane Abousso, sociologue de formation humanitaire. Je travaille en Mauritanie, plus particulièrement à Nouadhibou. Je remercie Amnesty pour ce travail de documentation de violations des droits humains dans le monde. C'est un travail très noble et je suis vraiment ravi de participer à ces webinaires et à vous suivre aussi un peu partout. Moi, je suis préoccupé par la situation au Sahel, plus particulièrement les violations des droits humains contre les femmes et les enfants, que ce soit des violations commises par les États, mais aussi par les groupes djihadistes armés. On voit au Mali, au Burkina, plus particulièrement de meurtres qui ressemblent beaucoup plus à des génocides, mais aussi la situation des migrants, des personnes déplacées, qui, par exemple, actuellement en Mauritanie, qui subissent trop d'arrestations, d'expulsions, de violations graves des droits humains. Maintenant, ma question, c'est de savoir, au-delà de la documentation, qu'est-ce qui est prévu en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour vraiment répondre à ces besoins urgents et essentiels? Parce qu'apparemment, l'humanité est exposée à un danger réel qui consiste vraiment à une violation, mais aussi à des tueries de masse. Et ça nous préoccupe réellement en tant que défenseurs des droits humains. Merci beaucoup. Je vais poser cette question à Ousmane Dial. Merci beaucoup à mon Tokara qui a Nouadhibou pour sa question sur ce qu'on fait en matière d'action au Sahel et sur ses préoccupations sur la protection des migrants et des populations déplacées internes. Comme l'ont rappelé mes collègues auparavant, bien qu'on fasse un travail de documentation et de campagne, on fait aussi beaucoup d'activités de plaidoyer pour répondre aux besoins immédiats et pressants des populations qui vivent sur les lignes de front de la crise multidimensionnelle qui affecte le Sahel. Donc, on discute avec les acteurs gouvernementaux, les acteurs humanitaires, notamment pour les besoins humanitaires de ces populations-là. On fait du Donc, je suis de retour. Donc, on fait du plaidoyer au niveau régional auprès des acteurs qui ont pour mission d'agir de manière immédiate et pressante sur ces dynamiques-là. Donc, il faut savoir que Amnesty ne peut pas s'arroger le travail des gouvernements et des États. Donc, on n'a pas les capacités opérationnelles immédiates de stopper les violations du droit international humanitaire que l'on documente. Mais on sensibilise les gouvernements et on essaie de les appuyer à répondre à ces défis-là parce qu'au-delà des droits humains, certains des défis que vous avez mentionnés peuvent aussi affecter les dynamiques de cohésion sociale, de construction nationale, de rapport entre États et citoyens. Donc, on essaie de leur faire comprendre que ce qui se passe n'est pas juste un sujet de droits humains, mais c'est un sujet de cohésion nationale et de construction de la nation. Donc, ce n'est pas toujours évident, surtout dans un contexte de militarisation du pouvoir et de discours sur la souveraineté retrouvée qui fait fi des acquis en matière de droits internationaux et de droit international humanitaire. Mais c'est un travail que l'on s'acharne à mener en dépit et contre tout. Donc, par rapport à la dernière question sur les migrants, je pense, c'est ça. Donc voilà, bon, c'est la même réponse, hein, on discute avec les acteurs, on documente ce qui se passe et on soumet les conclusions de nos recherches, non seulement au gouvernement, mais aux acteurs humanitaires et aussi aux acteurs internationaux pour que la protection des migrants et des défenseurs soit respectée, des populations civiles aussi. Mais en fin de compte, l'action décisive est menée par les acteurs gouvernementaux et institutionnels qui sont sur le terrain. Donc, voilà un petit peu pour ma réponse. Merci, Ousmane. Il nous reste le temps que pour une question, parce qu'on est déjà hors temps. Est-ce que Mahamadou Bassirou peut nous poser sa question? Il a toujours la main levée. Si ce n'est pas le cas, je demanderai à Aaron.
excusez-moi si c'est pas comme ça qu'on prononce, mais Aaron de poser la dernière question de ce webinaire, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je suis Aaron depuis la République démocratique du Congo. Je ne vais pas préciser la ville, vous comprendrez. Alors, ma question est de savoir comment les défenseurs des droits humains qui sont dans des zones à conflit peuvent faire parvenir leurs enquêtes, parce qu'au niveau local aussi, il arrive que des organisations de défense des droits humains rédigent leurs rapports, mais pour donner à ces rapports-là un peu plus de force et faire parvenir à des organisations comme Amnesty International, comment ces organisations peuvent donc procéder. Merci et bonne suite. Merci beaucoup pour votre question. Comme on l'a dit précédemment, nous sommes évidemment intéressés par toute situation de violation des droits humains pour les traiter et pouvoir donner de la voix effectivement à ces violations. Et donc, si vous avez des informations à nous donner, je pense que des contacts ont été mis dans le chat, contact de notre bureau, mais aussi celui du bureau donc, de l'Afrique de l'Est qui traite donc le pays de la RDC. Mais n'hésitez pas à envoyer ces informations. Il y a aussi des moyens sécurisés, évidemment, de communication que l'on met en place pour donc, s'assurer effectivement que ces communications ne soient pas fuitées. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer ces informations. Nous échangerons avec vous pour essayer d'avoir le contexte et travailler vraiment sur cette situation et la comprendre et la traiter au mieux. Et effectivement, ensuite, nous pourrons la rendre publique si c'est votre souhait, ou en tout cas, la traiter de notre côté. Donc, c'est vraiment un appel que je vous lance parce que je crois qu'il y a eu plusieurs questions là-dessus, mais n'hésitez pas à intervenir avec les chercheurs, avec les campaigners d'Amnesty International, à nous envoyer des emails, à nous faire part des situations de violation des droits humains. C'est vraiment aussi comme ça que l'on travaille et qu'on peut nouer des communications et des interactions avec les défenseurs du terrain, avec les différentes organisations de la société civile, et c'est ce qui nourrit nos rapports et nos interventions publiques. Donc, c'est évidemment essentiel de continuer de la sorte. Voilà, je pense qu'on est arrivé au bout de ce webinaire. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention, de vos questions nombreuses, ce qui montre un intérêt pour cette question de la situation des droits humains dans la région et pour le travail d'Amnesty International. Donc, merci encore. Vous savez que voilà, les membres internationaux sont très importants pour nous, pour le travail d'Amnesty International, pour sa résonance et pour porter la voix des populations et des individus dans le monde entier. Donc vraiment, nous sommes ravis d'avoir fait ce webinaire avec vous et nous continuerons, nous en aurons d'autres sur d'autres thématiques, mais vraiment merci beaucoup pour cela. Merci aux intervenants pour leurs brillantes interventions et merci également à Fatima Diallo qui a préparé ce webinaire. Donc merci à elle et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Marceau et merci à tout le monde. Merci bien à tout le monde et à prochainement. Merci.